Dans certains cas, des personnes deviennent chroniques du mal de tête ou de la migraine. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas dire la cause n'est pas celle-ci, puisque un tas de gens qui subissent une hypoglycémie n'ont pas de mal de tête. Ça, attention, je m'inscris en faux contre ça. La cause est bien définie. La cause du mal de tête est bien la thyroïde. La preuve simple de mon fils est étonnant. Il mange du miel, il n'a plus mal à la tête. Comment ça se fait? Le miel n'a pas de vertu anti-mal de tête, que je sache. C'est pas le miel. C'est n'importe quoi qui pouvait faire office d'éradication du mal de tête. Du chocolat, quelque chose qui est aimé de la personne, qui est prisé par quelqu'un qui aime quelque chose à manger ou à absorber, eh bien, ça suffit pour remonter le mal de tête. Parfois, des gens absorbent quelque chose et ça fait passer le mal de tête. Donc ça n'est pas connu. Le neurologue, ça ne fait qu'illustrer ce qu'on a dit à propos des neurologues tout à l'heure. Le neurologue, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne sait pas l'origine du mal de tête. Il ne connaît pas. Ne demandons pas à l'impossible à un neurologue. Mais il va donner quand même des cachets, alors c'est quoi ce qu'on... Il va donner des cachets qui vont empiriquement avoir une action sur la thyroïde. Tout agit sur la thyroïde. D'accord. Mais le tyrologue, le neurologue, je fais un lapsus, mais justement, est-ce qu'il ne pourra pas se protéger en disant oui, mais justement, on ne peut pas vérifier que l'action du cachet agit sur la thyroïde et qu'elle n'est pas agi plutôt sur le cerveau. Comment on peut le déterminer? Oui, alors là, ça fait partie, évidemment. Si on objecte ainsi, évidemment, je peux comprendre l'objection, mais il s'agit de faire une synthèse. C'est-à-dire que quand on a montré que la thyroïde est première, quand on a vu que tout est thyroïdien, quand on a démontré que le sommeil, que l'épilepsie, que l'hyperémotivité, que tout ça devient une synthèse générale et qu'on ne peut pas aller contre ça, à ce moment-là, on peut comprendre que... Vous comprenez? Sinon, on va objecter ce que vous dites. Et non, c'est clair que le cerveau n'est pas impliqué du tout dans les maux de tête. C'est une tension intérieure, d'accord, qui donne une migraine. Mais pourquoi, quand j'absorbe quelque chose qui excite ma thyroïde, ça m'enlève le mal de tête? Il faut répondre à ça. Et les neurologues, eux, ils réfutent absolument, ils veulent rien savoir de Ils ne ça. savent pas, et je pense que si je disais ça devant un parterre de médecins, ils rigoleraient. Ah oui, à ce point-là. Certainement, oui. Sauf des gens ouverts, ça existe, il y en a. Mais sinon, on n'aura pas appris, ils rigolent, et on peut me traiter de charlatan. D'accord, oui, ils sont pas d'accord. C'est-à-dire quand même on va dire que là, ce que vous expliquez, on va dire c'est en contradiction avec ce qui est enseigné dans les écoles de médecine. Bien sûr, mais j'ai une habitude, ça dure depuis 40 ans, vous savez, j'ai l'habitude. Non pas que je m'en contente, je regrette beaucoup, mais ça me fait plus rien, que voulez-vous. Je suis détenteur de connaissances, j'en ai des milliers de pages, puisque c'est pas moi, je suis l'héritier d'auteur Jean Gauthier. Il a écrit des milliers de pages. Bon, je fais connaître ce que j'ai reçu. De plus, il m'a sauvé d'un état intellectuel, de déréliction, si vous voulez, de scolarité quasi nulle, de difficultés de caractère, etc. C'est mon témoignage, voilà, je le dis, puis je n'ai pas peur, je m'en moque, je n'ai pas d'amour propre à ce point-là, et je dis que maintenant j'ai cette vocation de faire connaître ces travaux géniaux. Alors, je vais prendre des petites questions, parce qu'il y en a pas mal, après ils vont croire que je les oublie. Alors, voilà, une question pour Monsieur Duchazot. Que recommandez-vous aux gens atteints d'hypothyroïde qui prennent des médicaments habituels à la lévothyroxine? Eh bien, je conseille, alors là, tant pis, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que je conseille? Alors déjà, bon, moi, je ne fais que lire la question parce que la lévothyroxine, je ne sais pas ce que c'est. Vous n'êtes pas impliqué. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut spécifier? Ce que c'est l'hypothyroïde? C'est quoi? L'hypothyroïde, c'est une atténuation de la thyroïde. D'accord. Qu'est-ce que je dis dans les formations que je donne? Je dis des choses évidemment complètement, encore une fois, ça ne change pas, complètement nouvelles par rapport à l'officialité. Il faut bien s'accrocher, on est prêt, on démarre. L'hypothyroïdie telle qu'on l'a définie, notamment dans ce qu'on appelle les thyroïdites d'Hashimoto et l'hypothyroïdie même sans auto-anticorps antithyroïdien, enfin, qui n'est pas forcément Hashimoto, mais qui est quand même une sorte d'atténuation thyroïdienne, je dis, ce n'est pas de l'hypothyroïdie. Attendez, monsieur, vous élevez contre une évidence, mais qu'est-ce que c'est que vous racontez? Ce n'est pas une question de nier l'évidence, c'est une question d'explication qu'il faut donner qu'on ne connaît pas. On appelait hypothyroïdie autrefois les congénitaux. Le cas du docteur Gauthier est patent à ce sujet. Ce sont des gens qui naissent avec une insuffisance radicale de la thyroïde.
C'est-à-dire, ce sont des gens dont la thyroïde est insuffisante. Au lieu d'avoir 150 millions de cellules, je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple, 150 millions de cellules qui sécrètent, ils en ont que 10 millions par exemple. Alors là, il faut compenser cette thyroïde toute la vie. Ceux qui sont atteints de thyroïdite, non seulement ne sont pas atteints d'hypothyroïdie congénitale, mais le terme d'hypothyroïdie est à contester. Parce qu'alors, on ne voit pas pourquoi on appellerait hypofonction thyroïdienne ceux qui ont une insuffisance de la naissance dans leur thyroïde, à cause de manque de cellules, manque du nombre de cellules, et ceux qui ont une thyroïde totalement normale, mais qui est fatiguée par la vie. Donc l'hypothyroïdie, nommée telle par la médecine actuelle, n'est pas une hypothyroïdie. C'est simplement une question de sémantique. Ce n'est pas une hypothyroïdie, c'est une fatigue fonctionnelle de la thyroïde, qui est due à la vie des gens, au stress, à l'accumulation aussi des conditions environnementales. Par conséquent, j'affirme qu'il ne s'agit pas d'hypothyroïdie. En conséquence, nous ne devons pas prendre de lévothyrox, puisque la thyroïde n'est pas hypofonctionnelle. Elle est seulement fatiguée. Alors qu'on me dise qu'il y a équivalence entre un manque de cellules radical de la naissance et une fatigue thyroïdienne. Ce n'est pas équivalent. Eh bien pourtant, nous affirmons en médecine cette équivalence. Pourquoi ? Parce que depuis qu'existent les contrôles laboratoires de cet état hormonal thyroïdien, avec les hormones TSH de l'hypophyse, on a pu établir des statistiques sur 1000 cas par exemple, qui nous font édicter la loi qu'on est normal entre la borne A et la borne B par exemple. Si quelqu'un qui subit une analyse de laboratoire se situe entre ces deux bornes, on dit il est normal. Mais s'il a le malheur de se situer juste en dessous, on dit oh là, vous êtes en hypothyroïdie. Et s'il est en dessus, on dit on est en hyperthyroïdie. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut ce que valent les statistiques, c'est-à-dire une approche sur le grand nombre, mais qui ne considère pas la personne dans son état personnel. De quel droit on va considérer qu'un être humain qui est unique au monde devient un numéro ? Vous êtes dans la norme ou pas dans la norme ? Non, attendez, il faut contester cela. Alors les médecins vont vous péter, mais tant pis. L'examen de laboratoire indique que la thyroïde est en bas du rouleau. À cause de quoi ? À cause d'une fatigue fonctionnelle. C'est tout. Si on donne du lévothyrox, c'est parce qu'on considère alors qu'il ne s'agit pas de fatigue fonctionnelle, mais d'hypothyroïdie, à l'instar de ceux qui sont atteints congénitalement. Qu'est-ce qui se passe alors quand on donne du lévothyrox à quelqu'un qui est normal ? Parce que l'atténuation thyroïdienne de la fatigue est normale. Elle est normale. Oui, elle est normale. Pourquoi ? Mais parce que quelqu'un qui rentre du boulot, fourbu, crevé, si on regardait son état thyroïdien, on verrait qu'il est en bas du rouleau. Puisque j'ai dit au début que la thyroïde s'use pendant la journée. Elle use son potentiel d'hormones diurnes. Il faut donc qu'elle se repose la nuit pour récupérer cette fatigue. Si donc quelqu'un est fatigué, mais on va me répondre, monsieur, elle est fatiguée peut-être, mais en statistique, on voit bien qu'elle est en hypo. Pourquoi ? Parce qu'elle est passée en mode chronique. Ce n'est plus une fatigue ponctuelle due au travail, puisque elle devient chroniquement atténuée de la thyroïde. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'atténuation thyroïdienne qui vient du stress, des soucis, des préoccupations, des deuils, bref, de plein de facteurs de vie, font que le sommeil réparateur de cette thyroïde va être en difficulté. Parce que le sommeil est d'origine thyroïdienne. On dort bien quand elle se met en hypofonction normale. Mais si le sommeil est émaillé de difficultés, de sommeil, on s'endort mal, on se réveille 2 fois, 5 fois par nuit, on va aux toilettes, on ne se rendort pas. Bref, la récupération de cette thyroïde
devient problématique par rapport au stress de la vie. Un différentiel, un mauvais rapport donc s'établit entre la récupération thyroïdienne qui devient insuffisante et l'état de fatigue qui ne baisse pas de régime. Ce qui fait qu'on passe alors, chez ces gens, en chronicité. On devient fatigué chronique de la thyroïde. Le lévothyrox, qu'est-ce qu'il fait? Le lévothyrox, il ne fait que booster la thyroïde, comme un café. Un café est-il nécessaire à votre santé? Non. Prenez un café parce que vous aimez le café, ou bien parce que vous avez un petit coup de blues à 11 h du matin. Un petit café, c'est un excitant thyroïdien. La théine, la caféine, la noix de cola sont des excitants de la thyroïde. L'alcool est un excitant de la thyroïde. Le paradoxe, c'est que l'alcool un petit peu trop dosé va vous faire dormir. Selon la sensibilité thyroïdienne, l'alcool excite un peu, ou trop fort, il vous fait dormir. Donc attention à l'alcool. Je conclus en disant que le lévothyrox va faire simplement que la thyroïde de quelqu'un qui est en état de thyroïdite accidentelle est quelqu'un qui compense, plus ou moins à vie d'ailleurs, une thyroïde normale qui est simplement fatiguée. Quelle est la réparation qu'on doit apporter à une thyroïde qui est fatiguée? Le repos, le changement de vie. Ça vient d'où, cette possibilité qu'on a de changer son état thyroïdien? Ça peut venir d'où, je veux dire? Eh bien, de la vie qu'on mène. Donc, il faut changer sa vie, et ça ne me regarde plus. Moi, je donne les lois, les règles, après les gens se débrouillent, ils ont un libre arbitre. Si on ne veut pas rentrer dans cette nécessité, les gens sont libres de continuer à prendre du lévothyrox. Le lévothyrox fatigue la thyroïde, elle la remplace. Celle-ci se met en hypofonction, la fatigue ne disparaît pas, et quand j'interroge des gens qui prennent depuis 20 ans du lévothyrox, je leur dis, est-ce que la fatigue a disparu depuis que vous en prenez? Pas du tout, monsieur. Pourquoi ils prennent du lévothyrox? Je ne réponds pas à la question, mais j'agis. Donc c'est un moyen, oui, juste pour se dire qu'on fait quelque chose, mais ça n'agit pas vraiment. Non. Bon, bah. Alors évidemment, Ouais. je vais apprendre juste une petite chose supplémentaire, si vous permettez. Ouais. C'est qu'évidemment, je possède, moi, une méthode qui régénère et qui équilibre. C'est vrai. Si donc cette méthode n'est pas connue, je ne peux pas reprocher à ceux qui s'occupent des maladies d'Hashimoto, les soigneurs, les médecins, de ne pas faire ce qu'il faut pour... je ne peux pas leur reprocher. Ils ont les moyens de la médecine et donc ils sont dans l'obligation de donner du lévothyrox. Oui, parce qu'ils ont pas le choix aussi. Ils n'ont pas le choix. Dans le principe médical, Ils ont on pas a le eu choix. beaucoup de médecins Ils n'ont pas le ici choix. qui nous ont expliqué que s'ils le faisaient pas, ils étaient sanctionnés. Ah ben, c'est obligatoire. C'est pour ça que je suis content de ne pas avoir fait ma médecine. Alors, il y a encore, il y a encore pas mal de questions. On ne pourra pas répondre à tout, hein, je préfère vous le dire d'avance. On me dit, c'est vrai, qu'en est-il des personnes atteintes du cancer de la thyroïde? C'est vrai qu'on entend souvent parler de ça, du cancer de la thyroïde. L'ennui, c'est qu'évidemment, outre ceux qui pourraient avoir recours à des méthodes naturelles, ça existe, mais vraiment, il faut vouloir les connaître, les faire, et ça, c'est possible. Eh bien, dans ce cas-là, si on s'adresse à des médecins, on va vers l'opération. L'opération, c'est l'éradication de la thyroïde. Il est rare qu'on ne fasse qu'une partie de la thyroïde, ce qui serait souhaitable, mais il faut pouvoir le faire. Et dans ce cas-là, on est obligé de donner à vie un substitut de la thyroïde. Donc, le cancer, quand il est déclaré, eh bien, on ne peut rien faire d'autre. Cependant, il faut savoir que les patients doivent être très très prudents par rapport aux affirmations qui sont données. Parce que souvent, la peur du médecin, la peur qu'ont les médecins, vont faire que leur responsabilité étant en jeu, ils vont pouvoir dire peut-être « Attention madame, c'est dangereux » ou « Madame », parce que souvent des dames, enfin, même des hommes, mais « Attention, là c'est un peu dangereux, là vous avez peut-être, il faut faire une ponction, vous avez un risque. » Et cette peur est transmise au patient. Et le patient va se laisser faire par ceux qui ont la science. Et j'ai eu 2 cas coup sur coup en l'espace de 6 mois, ou 1 an à peine, il n'y a pas très longtemps. Des gens se sont opérés, et quand ils ont eu l'opération, donc l'éradication de la thyroïde, on leur dit non, vous n'avez pas de cancer finalement. C'est la vérité. Par conséquent, que faire? Prudence.
Parce qu'on peut vivre sans thyroïde? Non. Ouais. Il faut la supplanter tout le temps. Il faut prendre du lévothyrox tout le temps, des extraits thyroïdiens. Ah oui, d'accord, on peut vraiment pas vivre sans thyroïde. Non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai un pote qui a la paralysie du sommeil, il me dit qu'il reste paralysé et voit des ombres étranges, comme un cauchemar éveillé. Apparemment, cela arrive à beaucoup de personnes et c'est traumatisant. S'il invitait à quelque chose à nous dire là-dessus. Vous répétez juste le début de la question. Voilà, il parle en fait justement de cette paralysie du sommeil. Ça. Il dit qu'il a un ami qui a cette paralysie et qui reste paralysé et voit des ombres étranges comme un cauchemar éveillé apparemment. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il se retrouve paralysé comme ça dans son sommeil. A priori, tout de suite, intuitivement, moi je ne sais pas tout, j'essaie d'être prudent moi-même, simplement, je m'aperçois quand même qu'il y a une bizarrerie dans cette histoire. Car vous savez qu'il existe, c'est une possibilité, il faut la soulever, il ne faut pas avoir peur, on n'a peur de rien, on dit, on peut se tromper, on peut éprouver les choses, mais voilà ce que je dis, c'est que cette paralysie d'abord est étonnante, car il y a des choses physiques qui peuvent être dues à des causes occultes, par exemple. Ça existe, je le sais. Et de plus, ce qui me confirmerait dans cette hypothèse, c'est les visions. Et il voit des ombres. Des ombres. Ouais. Ça, étranges. Ça, ce n'est pas dans la norme. Donc c'est quelqu'un, il faudrait qu'il me téléphone, pourquoi pas. Il faudrait que je sache davantage de choses, qui n'est pas dans la norme fonctionnelle, quoi. Ça dépasse le simple côté physio-psychologique, si vous voulez, pour moi. Ah oui, parce que si je n'ai pas ce paramètre, il y a des mystères insolubles. Donc voilà ce que je pense. Eh ben, mon cher, je vais dire, c'est cacahuète. Les cacahuètes, voilà, il faudrait contacter directement Monsieur Duchazot. Alors, il y a d'autres questions. On me dit, vous dites que le cerveau est un deuxième de la classe brillant, mais vous ramenez chaque problème cérébral neurologique aux glandes. Le cerveau ne peut-il pas, dans certains cas ou dans certaines pathologies, avoir une autonomie vis-à-vis des glandes? Ça, c'est intéressant. Alors, réponse, si vous voulez. Non, je ne dis pas le cerveau, ce n'est pas rien. Le cerveau, c'est toute la mémoire. Donc, c'est tout, absolument tout ce qu'on est. Nous sommes des êtres qui parlons. Donc, les mots sont des enregistrements. Nous éprouvons plein de choses. Nous apprenons plein de choses. Nous apprenons un métier. Nous apprenons à conduire. Nous avons tous les automatismes et c'est merveilleux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau n'est que le résultat des fonctionnements adaptatifs qui sont premiers. Dès la naissance, le pleur, c'est une adaptation. Un enfant qui est mal, il pleure. Il a fait dans ses couches, par exemple. En tout cas, c'est connu, on dit qu'il faut laisser pleurer. Pas du tout, c'est que s'il pleure, c'est que sa thyroïde est basse. Il a quelque chose qui le gêne. Et on va voir, et on voit quelque chose. Donc on répare ça, et l'enfant, il se calme. Bon, pour l'instant, il ne rit pas. Quoiqu'il y a des enfants qui se mettent à rire à déjà un certain âge. Alors, le rire, c'est plutôt une euphorie thyroïdienne. Le pleur, c'est une contrariété thyroïdienne. Une simplicité enfantine. Alors, ça a l'air un petit peu simpliste, diront certains. Mais c'est comme ça, c'est Gautier qui dit ça. Alors, donc, le cerveau est vraiment important, mais en tant qu'il est second, je disais, parce que... Alors, est-ce qu'il y a une autonomie dans certains cas, a-t-il dit? Bien, l'autonomie existe, mais dans les cas de maladie mentale. Quand les glandes sont épuisées, je vous ai parlé d'un certain automatisme qui se déclenchait à l'hypofonction thyroïdienne. Nous avons alors des obsessions qui se déclenchent, des TOC, des hallucinations. Qu'est-ce qu'une hallucination? Des images rétiniennes, elles viennent d'où? Pas d'un objet extérieur, comme c'est la norme. L'œil est fait pour voir. Donc l'œil est fait pour que nous voyions ce qui nous entoure. Mais quand l'œil voit des choses qui ne sont pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire des enregistrements qui sont alors comme rappelés à la mémoire par des automatismes thyroïdiens qui se déclenchent quand la thyroïde est épuisée. Nous avons des hallucinations. Là, le cerveau est autonome. C'est lui, par les automatismes, qui déclenche sur la rétine des images. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais en état normal, adaptatif, le cerveau n'est qu'un vassal, magnifique vassal. Mais quand je parle, qu'est-ce qui me fait allonger les phrases? J'espère que c'est l'intelligence, n'est-ce pas?
c'est le fait que j'ai un libre arbitre, que j'essaye de penser à ce que je dis. Mais les mots que je prononce, sont-ce l'intelligence? Non, c'est la pure mémoire. Donc les mots sont des véhicules nécessaires pour me faire comprendre. Mais ils viennent tellement automatiquement que j'ai l'impression que quand on parle plus ou moins aisément, on dit « Ah tiens, il parle bien ». Ce n'est pas une intelligence qui fait qu'on parle bien. L'intelligence, c'est dans la pensée, c'est dans l'idée, c'est dans l'abstraction. Mais les mots, ce sont des automatismes. Donc, l'adaptatif est glandulaire, l'automatisme est cérébral. Et dans certains cas de désadaptation profonde du glandulaire, le cerveau peut prendre le relais automatique et peut dominer des individus. C'est ainsi qu'on voit dans le métro, par exemple, on voit ça souvent, ou dans la rue, des gens qui parlent tout seuls, ils gesticulent, il n'y a personne en face, à qui ils parlent, personne. Les gens fuient parce qu'on dit il est fou, qu'est-ce qui se passe? On a peur. En fait, ils sont inconscients. Ils sont dans un cinéma intérieur et ils sont dans un espèce de somnambulisme. Tiens, on n'a pas parlé du somnambulisme. Ah oui, si, ouais, on me posait des questions tout à l'heure là-dessus en plus. Bon. Ouais. C'est quoi le somnambulisme? Parce que Le somnambulisme, c'est un état de moi, sommeil. j'ai vécu du somnambulisme. On vit, en fait, il se passe quelque chose et on se lève, Oui, c'est ça. etc. Ben oui, on a l'apparence de la vie de veille. Voilà. Le somnambulisme est un sommeil profond qui déclenche, voilà pourquoi d'abord, enfin je finis par ma phrase, mais ce sont des gens nerveux, vifs, émotionnels. Encore une fois, le sommeil est profond encore. Et dans ce cas-là, mais tout le monde n'est pas somnambule, mais la cause est la même pour tous les somnambules. Et c'est ça le problème. Mais dans le cas de somnambulisme, quand quelqu'un traduit son hypofonction thyroïdienne par le déclenchement d'automatismes moteurs, à ce moment-là, ils sont forcés à se lever. Ils activent des automatismes qui remuent les muscles des jambes, des bras, et ils dorment complètement, ils sont totalement inconscients, et ils ouvrent les yeux d'ailleurs, et ils voient, mais ils ne voient pas. C'est une vision automatique. C'est très bizarre le somnambulisme. Alors ils vont, c'est un paysan, il va traire les vaches. Ça fait peur à quelqu'un qui ne connaît pas. Évidemment. Alors on voit quelqu'un qui est là, qui travaille. Il ne faut pas le réveiller si possible. Il paraît qu'il ne faut jamais réveiller un somnambule. On dit ça. Oui, il vaut mieux parce que, non, à mon avis, la raison, on ne sait pas l'expliquer, on le dit par une sorte d'empirisme, bon, peu importe, mais en tout cas, il faudrait le conduire doucement, on le tire, on va le conduire à se recoucher, etc. Le somnambulisme, c'est donc un sommeil profond, mais qui a l'apparence de la vie de veille parce que ça déclenche les automatismes moteurs à partir du bulbe ou du cervelet. C'est en raison, une fois de plus, de la thyroïde en totale déliquescence fonctionnelle. C'est-à-dire que la thyroïde qui est tellement profonde que, du coup, ça descend. En dehors du sommeil paradoxal, hein, au bout d'un certain temps, ça déclenche des automatismes moteurs, donc les gens agissent. Ce qui est curieux, c'est qu'ils n'ont aucune forme d'interrogation ou d'attitude interrogative qui serait l'intelligence, qui dirait « Ah, ça, il ne faut pas le faire », ça n'existe pas. Ils sont dans l'automatisme pur. Et par exemple, si on prévoit qu'un somnambule va se mettre à sa table de travail, il va allumer sa lampe, si quelqu'un met la main sur le commutateur, le somnambule va, et puis il ne va rien trouver, ben il va arrêter, il ne s'interroge pas, il change, il ne peut pas, il ne va pas dire « Ah, je ne peux pas, qu'est-ce qui se passe ?» Non, ça voudrait dire qu'ils sont en état de veille. Donc, le somnambule, c'est ni plus ni moins qu'un dormeur qui se lève, et bien il dort profondément. D'accord, et les narcoleptiques, alors ça, parce qu'on a vu, il y a un film aussi. Narcolepsie. La narcolepsie, alors c'est un sommeil immédiat, un sommeil paradoxal. Si vous voulez, quelqu'un qui a une thyroïde dont la fragilité est particulière, voilà, c'est encore quelque chose de particulier. C'est relativement rare quand même, il y en a pas mal, en hôpital on en trouve. Mais ils ont même fait un film, hein, c'est pour ça que c'est assez célèbre d'ailleurs le film. Bon, je ne l'ai pas vu, mais... Oui. Donc la narcolepsie, c'est celui qui tout d'un coup, avec une émotion, donc une petite montée en thyroïde, une émotion, ou bien une joie tout de suite, ou une peine, enfin quelque chose qui fait une modulation thyroïdienne. Exactement. Aussitôt, il se met à dormir tout de suite, ça dure un quart d'heure, il se réveille. Eh bien, c'est une faculté de l'unique thyroïde de se mettre en état d'hypofonction radicale. Et il y a un autre phénomène attenant qu'on appelle la cataplexie. C'est une narcolepsie, mais avec une caractéristique supplémentaire, c'est qu'il y a chute, je veux dire il y a chute, oui sans doute, mais il y a
effondrement musculaire. Ce qui fait que la personne, elle n'a plus de muscle, elle ne se tient pas par terre. Donc elle D'accord. s'allonge, elle dort. Narcolepsie, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc c'est toujours la thyroïde. C'est toujours la thyroïde. C'est toujours la thyroïde pour ces Toujours. gens-là. Toujours. Alors, il y a des choses qu'on pourrait dire, mais je ne veux pas trop déborder. Il y a une chose, peut-être... mais enfin, je ne sais pas si on peut le dire ici, parce que j'ai un cas dont je ne peux pas croire une seconde, qu'il serait d'origine, comme je le pense, et ça m'étonne. Mais enfin, je dois le dire parce que je le pense. Il est possible que la narcolepsie, ça serait intéressant de chercher, étant donné ce que c'est, étant donné que c'est une chute thyroïdienne, je fais un rapprochement, on va revenir à nos moutons du mois de janvier. Hein. Ouais. Vous savez que les épileptiques ont des chutes thyroïdiennes soudaines comme ça. C'est ça l'épilepsie. Je ne vais pas tout expliquer de l'épilepsie, ce n'est pas le sujet. La narcolepsie semble exactement la même chose. On tombe et on dort. Sauf que l'épilepsie est différent de la narcolepsie, parce que l'épilepsie, on ne dort pas. On a une crise avec des contractions, on perd conscience, c'est la thyroïde, mais c'est encore autre chose. Les mêmes causes engendrent des conséquences glandulaires qui sont adaptées à chaque situation. C'est très bizarre. Donc je pense que dans certains cas, pour ne pas dire tous évidemment, parce que c'est trop compliqué, de narcolepsie, on pourrait penser que la masturbation est à l'origine. Parce que cette chute thyroïdienne, c'est le cas de l'orgasme. Orgasme systématique, quotidien, etc. La connaissance de l'homme, on ne peut pas s'en passer. Il faut faire attention à être prudent pour affirmer des choses qui pourraient choquer. Mais je le dis, comme je dirais bien autre chose, sur l'autisme, etc., ce n'est pas le sujet tout à fait, eh bien, je pense que cette chute thyroïdienne qui n'est pas du tout normale, la thyroïde est faite pour nous adapter, pour nous faire vivre, pour agir sur les automatismes, pour faire qu'on conduise automatiquement, par exemple, ou pour toute autre chose. Et si tout d'un coup elle s'effondre comme ça, comme dans le sommeil, alors qu'on vit et qu'on est en période diurne, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on ne sait pas l'origine, on est dans le mystère. Mais comme je sais ce qu'est, sur le plan glandulaire, la jouissance sexuelle, comme on sait par cœur ce que c'est, quand on connaît le docteur Gauthier et ses travaux, j'ai fait un bouquin sur la sexualité aussi, eh bien, je n'ai pas de mal à dire qu'il y a une ressemblance, ça s'appelle la synthèse, une ressemblance de fonctionnement entre la narcolepsie et la masturbation. Alors, cela dit, il faudrait le prouver encore, je suis d'accord, je suis prudent, j'essaye de dire des choses qui sont vraiment probables. Qu'est-ce qu'une synthèse alors, qui me permet de faire ce rapprochement entre masturbation et narcolepsie? Eh bien, c'est pour dire, mais rapidement, que la synthèse Dr Gauthier, ça a été une synthèse, c'est de voir le point commun qu'il y a entre différents domaines. C'est une abstraction. Eh bien, Gauthier a pu voir que le sommeil était une hypothyroïdie, ainsi que le coma, ainsi que l'anesthésie générale, ainsi que toutes les pertes de conscience. La syncope, par exemple. Quand on l'affirme de cette façon-là, et qu'on veut bien le croire, on peut dire, c'est pas difficile, c'est très facile. Mais quand on a la certitude de cette synthèse, parce que ça a été l'objet d'un gros travail intellectuel, eh bien on a l'impression que c'est facile, mais ça a été très difficile en fait. Eh bien Gauthier a fait une synthèse en voyant le point commun qui existe entre ces différents phénomènes. Le point commun, c'est l'hypofonction thyroïdienne. Que font les scientifiques, qui sont des hypophysaires? Ils passent leur temps à apercevoir ce qui différencie les phénomènes au lieu de voir ce qui est la cause commune. Voilà pourquoi on ne connaît rien, presque rien, dans les relations corps-esprit et dans toutes les dysfonctionnements, la dépression, tous les fonctionnements psychiatriques notamment, par manque de synthèse. Alors, il y a une question, c'est vrai, on me parle de l'apnée du sommeil. Ça, c'est un phénomène qui arrive à beaucoup de L'apnée gens. du sommeil. L'apnée du sommeil est quelque chose qui est très répandu maintenant. Voilà, on se réveille, alors c'est déjà Voilà. arrivé à certains d'entre nous. D'où ça vient? On a l'impression qu'on ne respire plus, qu'on nous a Voilà. empêché de respirer. D'où ça vient? Je vous le donne en mille. Je parie que vous ne le devinez pas. C'est pas la glande. De la thyroïde. Voilà. Mais tout est thyroïdien. Pourquoi? Et c'est quoi, c'est un dérèglement? Je vais vous encore dire, tout est thyroïdien. Ne nous étonnons pas. Puisque la vie est thyroïdienne. Donc toute manifestation de la vie, surtout quand elle est erronée, c'est toujours la thyroïde. C'est comme ça, j'y peux rien. Alors qu'on me prenne pour un charlot, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est qu'on montre le contraire. Qu'on me démontre que ça ne vient pas de la thyroïde. Qu'est-ce qui se passe?
le thyroïde est fatigué. C'est encore le cas de gens qui ont épuisé leur thyroïde plus ou moins. Plus ou moins, bien sûr, attention. On est tous différents. On peut réagir à cette fatigue thyroïdienne d'une façon propre. Personnellement, il m'arrive de faire parfois, rarement, quelques apnées. Je le connais, ma femme s'inquiète un peu parfois, mais je sais que j'en fais très peu, pratiquement pas. Mais il m'arrive de me réveiller. On recommence la respiration, on est en train de la perdre, peut-être qu'on est depuis une minute en état d'apnée. C'est la thyroïde qui est à l'origine. Alors, le ronflement aussi. Le ronflement, c'est le fait que la thyroïde s'effondre et qui fait que les vibrations par lesquelles doit passer l'air quand on respire sont tellement rapprochées, les parois de l'ésophage sont tellement rapprochées, par exemple, ou la trachée artère plutôt, eh bien, que ça fait du bruit. Puis à un moment donné, si ça devient encore plus profond, on arrive à ne plus faire passer l'air. Il peut y avoir des apnées. Ça, c'est les cas d'apnée quand on ronfle. C'est classique, ça peut être une évolution du ronflement. Cependant, il y a des gens qui ronflent sans être particulièrement fatigués. C'est une forme habituelle de leur mode adaptatif. Quand ils dorment profondément. Ils dorment très fort. Donc ils ronflent toutes les nuits. Mais il y en a d'autres, dont d'ailleurs je fais partie, qui ne ronflent que lorsqu'ils sont très fatigués. En dehors de ça, ils ne ronflent pas. Donc, encore un rapport démontré entre ronflement et thyroïde. Quant à l'apnée, c'est quasiment la même chose. Sauf que nous pouvons avoir des apnées sans ronfler. Il y a des gens qui sont très très fatigués, toujours c'est la cause première et fondamentale. Au plus en milieu de nuit, ils s'arrêtent de respirer. Parce que les automatismes ne sont plus même pas activés par le peu de thyroïde qui dort, qui entretient le mécanisme. Alors, on voit même plus les automatismes. Donc, non, même pas. Voilà. Et on ne respire plus. Alors attendez, c'est un peu ennuyeux parce que d'abord ça fatigue beaucoup la thyroïde. Nous avons un sommeil très mauvais, ce qui engendre le jour ce qu'on appelle des somnolences diurnes. On récupère le jour le manque de sommeil de la nuit. Et pour éviter ça, on a un appareil qu'on appelle la pression positive. On est harnaché avec un appareil qui envoie de l'air et qui empêche d'avoir des apnées. Du coup, le sommeil s'améliore et les somnolences diurnes disparaissent. L'apnée est d'origine thyroïdienne. J'ai voulu faire un appareil contre les apnées il y a une quinzaine d'années. Je m'étais amusé à faire ça. J'avais demandé il y a un médecin qui m'avait soutenu. J'avais été faire l'expérience de cet appareil dans sa clinique, etc. Peu importe. Et bon, on a abandonné, surtout quand j'ai vu que des Allemands avaient inventé la même chose. D'accord. Absolument. Comme ça, c'était une bonne idée alors. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que, ah oui, effectivement, l'heure avance. Alors, on me dit, justement, peut-on vivre sans thyroïde? Visiblement non. Ça, non, on ne peut pas vivre sans thyroïde. On est obligé de la supplanter à vie. Et on me dit justement qu'il y a quelqu'un qui s'est fait enlever sa thyroïde et qu'aujourd'hui, il doit prendre des médicaments à vie. Oui, c'est ça que je viens de dire. Ouais, c'est obligé de supplanter la thyroïde. On ne peut pas vivre. Pourquoi? La glande de la vie, la glande de l'oxydation cellulaire, la glande de l'oxygénation et de la respiration cellulaire. S'il n'y a plus de thyroïde, on meurt en 3 mois. C'était le cas de personnes au 19e siècle à qui on enlevait la thyroïde parce qu'ils avaient des goitres. Connaissance de l'homme. Connaissance de l'homme. Et ces gens... C'est quoi des goitres, pardon? Le goitre, c'est une grosseur thyroïdienne. D'accord. On leur enlevait la thyroïde, on croyait avoir bien fait. Ces gens mouraient en quelques mois et avaient une vie totalement végétative. Ils mouraient d'inanition. Ils perdaient tout, la mémoire, l'adaptation, même la vision. Ils ne mangeaient plus, ils s'éteignaient. Et donc on leur a enlevé ça. Oui, la thyroïde. Ils s'éteignaient. Maintenant, ça n'existe plus puisqu'on compense par des extraits. Donc aujourd'hui, on saurait... Aujourd'hui, on ne peut plus mourir. On ne peut plus mourir pour ça. Mais à l'époque, on ne comprenait pas, on ne supplantait pas la thyroïde, on mourait. D'accord. C'est pas très joyeux. C'était Théodore Kocher, qui était un prix Nobel 1906, qui a opéré des milliers de gens de la thyroïde. D'accord. Au XIXe siècle. Donc avant, on opérait les gens de la thyroïde, on leur enlevait la thyroïde. Oui, tout à fait. D'accord. Ce qui était une erreur fondamentale. Fondamentale. Alors,
On me dit, que pensez-vous de l'iode qui est ajouté à certains produits, le plus connu étant le sel de table? Cela peut-il être la cause de certains problèmes de thyroïde? C'est vrai ça? Est-ce qu'il y Pas a des... impossible. Ouais, ouais. Absolument. Maintenant, je ne peux pas dire plus. Mais est-ce qu'il y a des aliments foncièrement mauvais pour la thyroïde qu'on peut vraiment proscrire d'entrée en disant bon bah ça et ça vaut mieux le proscrire? Non, pas vraiment pour la thyroïde. Non. Quelque chose qui est vraiment mauvais, on ne le prend pas d'abord. Ouais. Non, mais on m'avait dit par exemple le café pouvait calcifier la glande pinéale. J'avais entendu ça. Le café, Alors certaines écoutez, il y a des substances. assertions qui sont faites. Moi, je demande qu'à voir. Je ne suis pas contre, mais il faut prouver. Je ne sais pas si ça. Est-ce qu'il y a eu des travaux? Est-ce qu'on a prouvé? Bon, voilà. Je ne sais pas. A priori, le café, c'est un excitant thyroïdien. Donc, il faut faire attention aux gens très nerveux, très émotionnels. Prendre trop de café, c'est embêtant. Car la thyroïde, Ah, c'est un excitant thyroïdien quand même. Donc Ah oui, tout à fait. ouais, d'accord. Ouais. Attention, absolument. Donc il faut faire attention au café quand même, on peut en prendre un peu, mais il ne faut pas abuser, parce qu'on fatigue sa thyroïde d'autant plus et qu'on prend des excitants. On va parler de la tension artérielle, tout ça, on pourrait en parler, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Alors, il faudrait m'inviter pour parler d'autre chose. Bah, on sera obligé, je crois, parce que là, en plus, on arrive à la fin. Allez, une petite dernière question pour la route. On me dit... voilà, on peut faire repousser la glande thyroïdienne avec des jus, voire Thierry Casanova, ça prendrait des années de régénération. Ah oui, c'est possible ça, selon... J'ai entendu ça. C'est Thierry Casanova Je connais qui un dirait peu ça. l'existence de Thierry Casanova. En fait, il y a 2 S. Hein. Oui, c'est Casasnovas, je Casasnovas. prononce mal. Et c'est un type qui fait un bon travail, que je sache. Il a une section de vidéos, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer, c'est pas mal ce qu'il fait. Maintenant, cette histoire, je ne le sais pas. Je ne peux pas le confirmer, je ne le connais pas, j'ai entendu parler de ça, mais je ne peux pas dire plus, je ne peux pas le savoir. Bon, bah, on ne saura pas. Et juste, allez, question subsidiaire aussi. Est-ce que c'est vrai, que pensez-vous, on me dit, du kaishi connu de la médecine chinoise? Peut-on le mettre en parallèle avec l'équilibre glandulaire dont vous parlez? Je ne sais pas ce que c'est que le kaishi, peut-être qu'on en a parlé. Il faudrait me préciser ce que c'est le kaishi, voilà. D'accord, bon, la médecine chinoise, voilà. Eh ben, il y a tellement de questions, de toute façon, je ne peux pas tout poser. Donc, merci à vous, en tout cas, d'avoir assisté, les nombreux métanautes présents, Kalinka, Alex B, Diablack, SD, Mister Quenel, 187, Frisky, Fox, Alios, Liberty, Julio, Jimmy. C'est très dommage, mais on ne peut pas répondre à tout. Voilà, Adjevi, Odile, Allume les mèches, tout là-haut, Josiane, Abidebal Spliff, Tintin France, GG, bon on dit qu'ils sont nombreux, Mister Quenel, Sismic, Eleftheros, voilà, Eleftheros, bonne nouvelle d'ailleurs, puisqu'on te confirme la venue de Vincent Renoir. Voilà. Comme ça, au moins, la chose est faite. Et ben merci beaucoup, Jean Duchazot, d'être venu. On programmera une émission, parce qu'apparemment, il y a tellement de sujets à parler, on en reparlera encore, et puis ils sont un peu sur leur fin. Si j'ose dire, leur glande thyroïdienne n'est pas entièrement satisfaite. Donc, on reviendra pour expliquer tout ça. En tout cas, voilà, merci, ils me disent tous aussi, merci et merci aussi. Merci et bravo à vous. Merci à tout le monde aussi. Ouais. Salut à vous, un grand merci à la régie au complet. Je vois, il y a Steph, il y a Mika, il y a Florent. Il y a Kamel aussi qui traîne dans les studios, et il y a Max de Wanted Pedo. Alors on leur fait des gros bisous à tout le monde. La régie, elle est prête pour la transition et pour la conclusion, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao!